Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, le podcast dédié aux professionnels des ressources humaines et des dirigeants de PME. Je suis Pauline Correa et je suis ravie de vous retrouver à l'animation de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel mais souvent délicat à traiter, le harcèlement au travail et les microagressions. Depuis plusieurs années, une explosion des signalements de harcèlement est observée au sein des entreprises. Ça soulève de nombreuses questions sur les causes de ce phénomène, sur sa gestion et sur les actions que les RH peuvent mettre en place pour y répondre efficacement. Alors, les ressources humaines sont-ils suffisamment armées pour faire face à ces situations sensibles ? Qu'il s'agisse de harcèlement avéré ou de microagressions souvent plus insidieuses, les enjeux sont immenses. Comment les identifier ? Quel processus mettre en place lorsqu'un cas est signalé ? Comment instaurer un climat de confiance pour que les salariés se sentent libres de parler ? C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. À mes côtés, Emma Pizzalis, qui est psychologue. Emma va à la fois nous éclairer sur ces problématiques, mais aussi nous proposer des clés pratiques pour mieux accompagner vos équipes face à ces défis. Ensemble, nous verrons donc comment agir de manière préventive et réactive face au harcèlement et aux microagressions. Bonne écoute! Bonjour Emma. Bonjour. Vous êtes donc psychologue et vous partagez votre temps entre la consultation libérale et le conseil aux entreprises. Pour se plonger dans le contexte de cet épisode, je vous propose de vous partager quelques chiffres. Selon le baromètre du harcèlement au travail réalisé par Cali Social et Ipsos, environ 30% des salariés français déclarent avoir été victimes de harcèlement moral sur leur lieu de travail. Un chiffre qui illustre la prévalence alarmante du phénomène. Et parmi les entreprises, les PME semblent particulièrement vulnérables. Alors Emma, est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous confirmez cette explosion des cartes de harcèlement ces dernières années ? Oui, je la confirme. Moi, ce que j'ai observé dans mon activité, c'est que avant les années 2020-2021, dans le conseil et plus précisément autour des questions du stress au travail, de la prévention des risques psychosociaux, les demandes pour réaliser des enquêtes harcèlement étaient anecdotiques. Et alors qu'aujourd'hui, ces enquêtes occupent la plus grande partie de mon activité. Et qu'est-ce qui, d'après vous, peut expliquer cette tendance en nette augmentation ? Bien, je pense qu'il y a eu le mouvement MeToo qui a vraiment fait évoluer les consciences sur la question du harcèlement sexuel, mais pas que. On a aussi des préoccupations grandissantes pour le sujet de la santé mentale au sens large et de la façon dont le travail peut impacter cette santé mentale. Et enfin, il y a un dernier phénomène que j'ai observé, c'est que en 2020, il me semble, il y a eu une importante réforme autour du droit du travail et notamment concernant les plafonds d'indemnités qui pouvaient être accordées aux salariés qui attaquaient leur employeur pour licenciement abusif, par exemple, auprès du tribunal des prud'hommes. Et or, dans le cas où on est face à une situation de harcèlement, ce plafonnement des indemnités est levé. D'où peut-être cette explosion des plaintes de harcèlement. Merci Emma pour ces précisions. Est-ce que dans le cadre de l'entreprise, les situations de harcèlement sont-elles majoritairement issues de relations entre le manager et le managé ? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Alors d'abord, c'est pas nécessairement le reflet de la réalité, mais ensuite, il est vrai qu'il y a couramment des situations comme celle-là où un collaborateur se dit harcelé par son manager. Alors, ce n'est pas étonnant, puisqu'entre un manager et son collaborateur, il y a une relation de pouvoir qui existe. Alors, j'emploie le terme pouvoir, pas forcément dans le sens malsain qu'on a tendance à lui attribuer aujourd'hui, mais bien plutôt parce que le manager, factuellement, il est en position de prendre des décisions qui concernent les collaborateurs de son équipe, des décisions qui peuvent
concerner l'attribution des congés ou la répartition des congés, le fait d'accorder des primes, l'évolution de la carrière des salariés. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait parfois du côté des collaborateurs du mécontentement ou de la frustration. Donc ça semble assez évident qu'on ait souvent des situations de ce type qui sont remontées. Alors ensuite, il faut faire attention. Une plainte ne constitue pas une preuve. Et par ailleurs, on a parfois des situations de harcèlement inversé où en fait on se rend compte que la personne qui lève l'alerte harcèle en fait la personne qu'elle met en cause. Alors, on a évoqué en début de podcast l'explosion du nombre d'enquêtes liées au harcèlement, mais je rebondis un peu par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que tous ces cas de harcèlement sont avérés? Quelles sont finalement les conclusions de ces enquêtes? Alors, moi, je mets une vigilance particulière pour suivre les résultats des enquêtes que je fais. Et ce que j'ai observé, alors ça c'est mon travail, il faudrait demander à d'autres experts qui interviennent sur ces enquêtes, mais ce que j'observe, c'est environ 50% des enquêtes qui se concluent par effectivement l'exercice d'un harcèlement. Ensuite, on a environ 25% des cas dans lesquels il n'y a pas de harcèlement, mais où on est plutôt face à une situation de conflit très très aggravée. Alors Emma, justement, vous le signalez, vous parlez d'une confusion qui n'est pas rare entre le harcèlement et les cas de microagression. Comment est-ce qu'on fait pour les différencier? Qu'est-ce qui caractérise plus précisément la notion de harcèlement? Alors le harcèlement, d'après la loi, il se caractérise principalement non pas par le fait de vouloir nuire à la victime, mais plutôt par la répétition d'agissements qui ont pour effet d'impacter négativement la santé, la réputation, la carrière de la personne. Mais c'est vrai qu'on a souvent une confusion entre harcèlement et conflit, puisque le harcèlement étant très médiatisé aujourd'hui, les personnes qui sont dans une situation de conflit, et surtout lorsqu'elle n'a pas été prise en compte, pas accompagnée par l'employeur, eh bien, ils ont tendance à augmenter la gravité de leur plainte et donc à utiliser ce terme de harcèlement. D'accord. Donc c'est vraiment, on va dire, cette notion de répétition qui peut faire déjà cette différence entre harcèlement et agression ou conflit. Oui, tout à fait. C'est dans le cadre du travail, on le sait, il nous arrive à tous d'être face à des situations de stress, d'urgence, d'imprévu. Et je pense que celui qui n'a jamais craqué, eu un mot clos, enfin, peut envoyer la première pierre aux autres. Ça arrive de craquer, d'avoir des mots qui dépassent sa pensée ou un ton qui n'est pas celui qu'on voudrait employer. Mais surtout si la personne s'excuse, après coup se rend compte voilà, qu'elle a mal agi, là on peut vraiment pas parler de harcèlement, surtout si c'est quelque chose qui arrive une unique fois. Merci Emma pour ces précisions. Alors, je vais maintenant revenir sur quelques chiffres, toujours issus du baromètre cité précédemment. 40% des interrogés auraient déjà été témoins de situations de harcèlement. Quelles sont, d'après vous, les manifestations typiques, les signes indicateurs du harcèlement dans le cadre professionnel? Emma, est-ce qu'il y a des exemples de comportements qui pourraient aider à détecter un salarié en situation de harcèlement? Oui, alors les comportements typiques qu'on peut observer. Alors il y a déjà ce qui est assez évident pour tout le monde, de l'agressivité, alors de l'agressivité qui est répétée à l'égard de la victime. Ça peut être aussi des moqueries, le fait de colporter des rumeurs sur la personne. Mais il y a des comportements qui sont un petit peu moins évidents. Je pense par exemple à tout ce qui a trait au fait d'empêcher la personne de réaliser son travail. De par exemple d'empêcher l'accès à une armoire dans laquelle des dossiers seront rangés, de modifier des codes d'accès à un logiciel par exemple qui est nécessaire pour exercer le travail,
le fait par exemple de donner certaines informations à certaines personnes et des informations différentes à d'autres, de sorte à ce que le fait de réaliser ces tâches devienne impossible. Et un autre signe qui est particulièrement typique des situations de harcèlement, c'est le fait de refuser toute discussion qui permettrait de clarifier le travail, la façon dont on doit l'exercer, mais aussi d'apaiser la situation si il y a des tensions, des malentendus. Tout à fait. Et justement, quel va être le rôle des RH dans ces situations de conflit ou de harcèlement? Et surtout, quel process, ils pourraient mettre en place lorsqu'un cas est signalé? Alors le RH, son premier devoir, c'est d'écouter la personne qui se plaint. Alors, si on est face à un collaborateur qui dit je suis harcelé par un tel ou un tel, la première chose à faire, ça va être de lui demander d'expliciter sa plainte. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es harcelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits précis? Depuis quand est-ce que ça dure? Alors parfois, le RH, il a connaissance d'une situation de conflit, mais d'autres fois, il découvre la situation. Et si ce dont lui fait part le salarié est inquiétant, alors là, il va devoir commencer à structurer une méthode d'enquête. Donc, c'est-à-dire qu'il va devoir déterminer qui va réaliser l'enquête. Est-ce que c'est lui-même le RH? Est-ce que il va s'agir d'autres personnes de l'entreprise, des membres de la direction, des représentants du personnel? Est-ce que d'ailleurs, il est obligatoire d'informer les représentants du personnel dans cette situation? Alors non, légalement, il n'est pas nécessaire d'informer les représentants du personnel, comme au même titre d'ailleurs que n'importe quelle action de prévention. En revanche, c'est conseillé, surtout si le dialogue social est dégradé, puisque si on n'en fait pas du tout part aux représentants du personnel, ça peut augmenter la méfiance et c'est quelque chose qui serait vraiment pas très malin. D'accord. Donc vous avez déjà mentionné 2 étapes importantes dans un process idéalement à respecter. En premier lieu, c'est expliciter la plainte, pardon, avec le plaignant et dans un deuxième temps, c'est définir la méthode dans l'enquête. Quelle est l'étape suivante? Alors, les étapes suivantes, c'est bien évidemment de recevoir les personnes, les différentes personnes concernées, donc la personne qui lève l'alerte, là où les personnes qui sont mises en cause, des témoins également. Et ensuite, on va avoir une phase d'analyse, donc dans laquelle on va reconstituer les pièces du puzzle. On peut également prendre en compte des pièces. Ça peut être par exemple des emails, des extraits, par exemple, de, d'entretien d'évaluation, des SMS, enfin voilà, tous les documents qui pourraient être de nature à éclaircir la situation. Et une fois qu'on a mené ce travail d'analyse, il va falloir prendre des décisions. Alors bien évidemment, si on est dans le cas d'un harcèlement avéré ou de comportements qui ne sont pas tolérables dans le cadre du milieu du travail, il va falloir prendre des sanctions. Donc ça, c'est une étape qui souvent peut être difficile, mais qui est vraiment nécessaire pour pouvoir assainir la situation. Et ensuite, il faut bien se dire que le fait d'avoir déterminé est-ce qu'on a un harcèlement ou pas, de si le cas échéant prendre des décisions pour stopper les agissements anormaux, on n'a pas forcément atteint la ligne d'arrivée. Ce qui importe, c'est de permettre le retour à un climat de travail qui soit raisonnablement serein et satisfaisant pour tout le monde. Donc ça peut impliquer d'informer les personnes qui ont participé à l'enquête ou les autres membres de l'équipe qui ont été concernés par cette situation. Il va falloir également accompagner la victime et le mis en cause. Par exemple, si on est dans une situation où finalement le harcèlement n'est pas avéré, ou bien on était face à un harcèlement inversé, comme je l'évoquais plus tôt, il faut réhabiliter la personne qui avait été mise en cause, réhabiliter sa réputation, lever tous les doutes pour permettre à l'équipe de revenir à un travail plus serein.
Et justement, est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez à nos auditeurs, professionnels des RH, ou dirigeants pour, les aider dans la gestion de ces plaintes, pour ne pas commettre d'erreurs ou les attirer en tout cas sur certains points de vigilance? Mmh. Alors, 3 conseils que je peux donner. Le premier, c'est de, prendre au sérieux, les alertes qui sont, portées à leur connaissance. De bien prendre le temps de recevoir les personnes, sans pour autant corroborer tout de suite, la plainte. Donc ni, mettre de côté, ni prendre pour argent comptant, en fait, ces alertes. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de bien prendre en compte le collectif, puisque notre attention est un petit peu rivée sur les personnes qui lèvent l'alerte et celles qui sont mises en cause, mais il faut bien avoir conscience que autour, le reste de l'équipe et de l'entreprise, ils vont être amenés à discuter de cette situation. C'est normal. Et si on n'informe pas du tout les personnes, on avance en gardant complètement secrète la situation, bah, ce qui va prendre le relais, c'est, vous connaissez bien, Radio Moquette. Donc sans pour autant voilà, tout dire et pas respecter un certain degré de confidentialité, il faut quand même pouvoir informer les autres personnes qui sont autour. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est bien évidemment, il faut stopper les agissements de harcèlement dès lors qu'on en a connaissance, mais il ne faut pas aller trop vite sur les sanctions. Moi, j'ai vu plus d'une fois des alertes et du coup des enquêtes que je réalisais, et de façon concomitante, l'employeur qui avait déjà lancé une procédure de sanction. Mais alors ça peut vraiment poser problème, surtout si on est face à un harcèlement qui n'est pas avéré, puisque ça peut porter préjudice à la personne qui serait victime de cette erreur. Très bien, il faut donc être très prudent à ne pas, tirer des conclusions trop hâtives et puis on s'aperçoit dans votre discours qu'il n'y a pas que la relation, harceleur-harcelé à gérer, mais, l'ambiance qui peut, découler sur le reste de l'entreprise. Oui, c'est fondamental. Mm. Donc il y a un juste milieu, hein, à trouver entre la discrétion de l'enquête et puis l'information à divulguer, aux salariés. Exactement. Alors Emma, il y a aussi un autre point que j'aurais bien aimé voir avec vous. Les services RH de PME peuvent présenter certaines spécificités qui peuvent compliquer la gestion de ces problèmes, de ces situations de harcèlement. Je pense par exemple à des ressources limitées, à un service RH de taille réduite avec peu de personnel et donc peu de temps à consacrer à ce type de mission. Ou encore, dans les PME, il peut avoir une certaine proximité avec les autres, collaborateurs. Comment est-ce que vous préconisez, d'agir dans ces cas de figure? Mm. Mais oui, vous avez raison. Excusez-moi, d'abord, je rebondis sur ce que vous dites, puisque dans les petites entreprises, bien souvent, bah, tout le monde se connaît très bien. Il y a parfois une ambiance familiale et naturellement des liens affectifs qui se nouent entre les différentes personnes, et y compris avec le RH et le chef de l'entreprise. Donc pour ces personnes-là dans les PME, il faut bien prendre garde à ça. Est-ce que, au-delà de la question du temps qu'on a pour réaliser ou pas cette enquête, il faut bien se poser la question, est-ce qu'on est moralement équipé et prêt à se retrouver en position d'arbitre, en fait, entre les personnes. Et alors bien sûr, il y a la possibilité de faire appel à un cabinet extérieur qui peut vraiment être très utile, mais qui implique un coût substantiel. Alors bon, ça peut permettre de se protéger en cas de contentieux, voilà. Mais si c'est un accompagnement qui est trop onéreux, on peut poser la question au cabinet qu'on approche. Est-ce qu'il est possible de ne faire réaliser au cabinet que certaines étapes, peut-être ne pas tout externaliser pour limiter le coût et faire en sorte qu'il soit absorbable par l'entreprise. Et à quel moment faire appel à un expert extérieur? Alors, il y a différents critères que je vous conseille de prendre en compte. Le premier, c'est est-ce que vous avez déjà dû gérer ce type de situation? Est-ce que vous avez déjà une expérience?
Si ce n'est pas le cas et que vous êtes en terre complètement inconnue, ça va peut-être être difficile. De la même manière, si il y a parmi les personnes lanceurs d'alerte ou mises en cause des salariés protégés, là il y a un degré de complexité également. Je pense par exemple au fait que soit impliqué un représentant du personnel, une femme enceinte ou un salarié handicapé par exemple. Un troisième critère auquel on peut faire attention, c'est l'existence d'un conflit d'intérêts entre les acteurs. Par exemple, si moi je suis RH, mais que j'ai un lien particulier, par exemple amical, familial aussi parfois, hein, si on est dans des PME ou des très petites entreprises, là, il vaut mieux éviter d'intervenir directement. Euh, Ensuite, est-ce que vous avez à minima un petit peu de connaissances dans les disciplines que sont la psychologie et le droit du travail, ce qui sont vraiment les deux disciplines de cœur sur ce sujet du harcèlement. Ensuite, évidemment, est-ce que vous avez du temps disponible? Et enfin, dernier point qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est le fait de se sentir prêt à assumer la charge émotionnelle qui est inhérente à ces situations. Est-ce que je me sens prêt à faire face à une personne qui pleure? Est-ce que je me sens prêt à poser des questions très précises, quitte à ce que ce soit désagréable? Voilà les différents critères que je peux vous conseiller de prendre en compte dans cette décision de réaliser vous-même ou de vous faire accompagner. Après, il y a certaines entreprises, hem, qui décident de mettre en place une charte ou une politique anti-harcèlement pour intervenir ou prévenir le plus en amont possible. Est-ce que c'est une pratique qui vous paraît être un dispositif de communication efficace et nécessaire auprès des équipes? Alors oui, la charte, c'est un dispositif de communication, mais ce n'est pas un dispositif d'action qui est efficace pour faire face concrètement à ces situations, si ce n'est de harcèlement, tout du moins d'alerte. Ce qui peut être plus utile, c'est de définir un process. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une alerte? Par exemple, qui reçoit le lanceur d'alerte en première intention? euh, Par qui est réalisée l'enquête, dans quel délai, comment est-ce qu'on informe les personnes qui ont été concernées des suites de l'enquête. Donc voilà un process d'enquête, même si toutes les situations ne répondront pas exactement à ça, ça peut nous permettre d'avoir des repères et d'agir de façon plus rapide. Et bien sûr, il faut aussi pouvoir, en parallèle du fait de réaliser ces enquêtes lorsqu'il y a des alertes, avoir de façon régulière des mesures de prévention autour du stress au travail, hein, tout simplement. Tout à fait. Donc comme le dit le proverbe: «Mieux vaut prévenir que guérir». C'est ça. Comment les RH et les dirigeants d'entreprise peuvent-ils former et sensibiliser leurs managers, mais aussi leurs collaborateurs, pour prévenir de ces comportements? Alors, la sensibilisation au harcèlement, elle peut être intéressante, mais ce n'est pas forcément une priorité. En fait, ce qui est beaucoup plus utile à la fois pour gérer ces situations, mais aussi les prévenir et avoir un collectif de travail qui se porte bien, c'est plutôt de former les personnes à la gestion des conflits. Une formation qui peut être aussi intéressante, c'est de former les personnes à communiquer de manière affirmée, c'est-à-dire ni agressive ni passive. Donc par exemple, comment faire une demande concrète à quelqu'un, comment exprimer un désaccord. Ça, c'est très utile pour prévenir les conflits. Et, et de la même façon, comme je le disais juste avant, il n'y a pas seulement la formation, il y a aussi l'effort qu'on fait pour prévenir les situations de stress. Donc, si on a des équipes qu'on sait être à risque, par exemple parce qu'il y a un sous-effectif, parce qu'il y a des missions particulièrement difficiles, etc., il ne faut pas laisser ces équipes-là en roue libre et seules pour faire face à leurs difficultés. D'accord.
Et quels conseils donneriez-vous aux RH, pour instaurer un climat de confiance où les employés peuvent parler librement? Alors bien souvent, on entend, cette petite phrase: «Ma porte est ouverte». Alors c'est très bien de le dire, hein, ça ne mange pas de pain, si vous me permettez l'expression, mais au-delà de ça, il faut veiller à incarner cette phrase, à incarner cette intention. Et ça, comment on fait? Bah, c'est très simple, on va voir les gens, on va régulièrement à leur rencontre, on peut leur proposer de prendre un café, de discuter de façon peut-être un peu plus informelle. Il faut incarner en fait cette porte ouverte. On peut aussi un petit peu parler de soi, alors sans forcément s'étaler sur sa vie personnelle, mais le fait d'oser parler de soi, ça montre l'exemple et ça permet de créer ce climat de porte ouverte pour évoquer, permettre aux salariés, leur permettre d'oser en fait, faire part de difficultés s'ils en ont, harcèlement ou pas hein, d'ailleurs. Et dans un deuxième temps, il faut pouvoir organiser régulièrement des temps en collectif. Alors là, ça relève vraiment de l'hygiène sociale, hein. Avoir des temps de convivialité. Donc, je pense par exemple au classique repas de Noël, séminaire d'équipe, où on ne parle pas trop de travail et on a des moments un petit peu plus légers, plaisants ensemble. Mais il faut pouvoir aussi régulièrement consacrer du temps, toujours en collectif, à discuter du travail en lui-même. Comment est-ce qu'on fait notre travail ensemble? Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on communique? Quels sont nos process? Puisque les process articulent au quotidien la réalisation du travail. Et si on a des process qui ne sont pas adaptés, pas ajustés à l'activité, eh bien, ça va nécessairement poser des problèmes à un moment ou à un autre. D'accord Emma. Du coup, nous arrivons en fin, de cet épisode de podcast. Est-ce que vous avez un dernier conseil, à divulguer à nos auditeurs dont on n'aurait pas encore parlé? Oui, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces situations de harcèlement, ou en tout cas une suspicion de harcèlement, sont très lourdes sur le plan émotionnel, à la fois pour ceux qui y sont confrontés directement, mais aussi pour ceux qui doivent les accompagner. Donc, s'il y avait un conseil à retenir, c'est de faire preuve de patience, de méticulosité. Il vaut mieux avancer, il vaut mieux éviter d'aller trop vite dans ces situations. Voilà ce que je pouvais ajouter, Pauline. Mais je vous remercie de votre écoute et de votre confiance. Eh ben, merci à vous pour votre partage d'expérience. À très bientôt Emma. Le sujet du harcèlement et des microagressions est devenu un défi majeur pour les ressources humaines et plus largement pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Au-delà des enjeux humains, le sujet peut avoir des conséquences profondes pour l'entreprise. Ignorer ou minimiser ces situations peut avoir un impact significatif sur la productivité, car les collaborateurs, victimes comme témoins de ces comportements, sont plus enclins à développer du stress et à perdre leur motivation. La rétention des talents est elle aussi directement menacée. Certains salariés vont préférer quitter une entreprise où ils ne se sentent pas en sécurité ou soutenus plutôt que de risquer de continuer dans un environnement toxique. Pour les PME, qui ont souvent moins de moyens pour attirer et former de nouveaux talents, ça peut être particulièrement coûteux. Et enfin, il ne faut pas oublier les risques légaux et réputationnels, car ces situations peuvent conduire dans certains cas à des poursuites avec des sanctions financières importantes et des répercussions qui peuvent affecter durablement la situation de l'entreprise. En somme, prévenir et savoir gérer les situations de harcèlement et de microagression, c'est non seulement protéger le bien-être des collaborateurs, mais aussi assurer la pérennité et la performance de l'entreprise. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ma pizza list dans sa chronique mensuelle pour les éditions Tissot. Si cet épisode vous a plu, donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous à notre podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de RH.